Are you a wiser man now than you were? Much wiser, much wiser. They have a saying, a wise man change, but a fool never change. And I've changed because I've become wiser. Well, they say that the road back is a lot harder than the road up the first time. Do you feel it that way? In my mind, it's easier, but in my body, it might be a little harder. But I have to come back. I'm going to come back. I'll be considered much better when I come back. I have too much to fight for, a cause to fight for. Pour moi, l'élément essentiel du retour d'Ali, c'est la quête de reconnaissance. C'est pour cette raison que son parcours pour l'atteindre est si important, et plus encore la victoire. Il faut que le monde entier sache qu'il n'est pas de ceux qu'on peut briser. Crowd roars now as Muhammad Ali comes down the aisle. A man who has evoked all kinds of passion against and for. Ali, who knows that he's got a lot to prove. The crowd reacts. And this is not the usual Ali style at all. Where is that Ali movement? Strange thing to see, ladies and gentlemen. Le 7 décembre 1970, Mohamed Ali affronte Oscar Bonavena à New York. Avant cela, en octobre 1970, il bat Jerry Query à Atlanta. Après 3 ans et demi d'absence, Mohamed Ali fait son grand retour. Le boxeur a été privé de ring pour avoir refusé de faire son service militaire et encourt toujours une peine de 5 ans de prison pour ce délit. Dès qu'Ali est remonté sur le ring, après sa suspension, les fans de boxe, les entraîneurs et les autres boxeurs ont tout de suite remarqué qu'il n'était plus le même. Il était plus lent. Comme il n'avait jamais été un grand technicien, avec ses mains positionnées trop bas et son incapacité à esquiver les coups, il était désormais plus vulnérable. Il fallait s'attendre à ce qu'il se prenne plus de coups. Et il devait trouver d'autres tactiques pour l'emporter. Il lui faut 15 rounds pour battre Bonavena. Après le combat, Ali confie aux journalistes « J'ai pris tout ce qu'il a envoyé et il cogne fort ». Ferdy Pacheco, son médecin personnel, déclare que le boxeur vient de découvrir une chose à la fois positive et négative. Il est capable d'encaisser un coup. Mohamed Ali récupère sa licence de boxe en 1970, à une époque où de nombreux Américains sont lassés de voir toujours plus de victimes, d'articles et d'images macabres en provenance du Vietnam. L'agitation dans les rues de Newark, Chicago, Détroit et dans bien d'autres villes met à jour la profonde frustration des Afro-Américains au regard de leur statut de citoyens de seconde classe. En revanche, la Nation of Islam, la secte politico-religieuse que soutient Mohamed Ali, fait moins parler d'elle depuis la mort de Malcolm X. Elle ne semble plus aussi menaçante aux yeux de l'Amérique blanche. Avec les changements qui ont lieu dans le pays, que ce soit le mouvement contre la guerre au Vietnam, la montée du Black Power et d'autres formes de radicalisme, Ali dispose tout à coup d'une véritable audience. On peut même parler d'adeptes, chose qu'il n'avait pas auparavant. Il n'est plus considéré comme un méchant, mais comme un héros, et ce par un grand nombre de personnes. Ali va donc s'adresser à cette partie de la société américaine. Mohamed Ali est déterminé à reconquérir son titre de champion du monde des poids lourds, mais il est toujours sous la menace d'une condamnation. Il a perdu appel sur appel au cours des 3 dernières années et demie. Sa dernière chance d'éviter la prison se trouve entre les mains de la Cour suprême des États-Unis, si tant est qu'elle accepte d'examiner l'affaire. Le retour de Mohamed Ali démontre que son pouvoir d'attraction est toujours aussi fort. Partout, les gens veulent voir le plus grand boxeur des années 60 combattre à nouveau.
Il existe deux types de grands combats, le match parfait et le match spectaculaire. Quand Ali affronte Cleveland Williams ou Zora Folley, avant sa suspension à cause de cette histoire de service militaire, ce sont des rencontres parfaites. La vitesse des mains est là. Il ne fait pas le moindre faux mouvement et parachève son geste. C'est on ne peut plus parfait. Mais ce n'est pas d'une ampleur homérique. On ne voit aucune souffrance chez lui. Et son adversaire ne lui oppose aucune résistance. Il faudra attendre le début des années 1970 pour ça. Tout grand athlète n'existe que par son rival. On ne peut pas parler de Mohamed Ali sans parler de Joe Frazier. À la ville, Ali s'oppose au système, au pouvoir en place, au gouvernement. Sur le ring, son rival est Joe Frazier. Le 30 décembre 1970, Mohamed Ali, challenger numéro 1 des poids lourds, et Joe Frazier, le champion du monde en titre, se retrouvent à New York et annoncent leur combat tant attendu. I predict that when I meet Joe Frazier, this will be like a good amateur fighting a real professional. This will be like a kid out of the Olympics meeting the fastest heavyweight champion that ever lived. This will be no contest. Les deux hommes ont signé le plus gros contrat de l'histoire du sport, qui leur assure à chacun 2,5 millions de dollars. Jamais auparavant, deux champions invaincus ne se sont affrontés pour le titre de champion du monde poids lourd. On parle de combat du siècle. 2 semaines plus tard, la Cour suprême des États-Unis annonce qu'elle examinera l'appel de Mohamed Ali, lui offrant ainsi un faible espoir d'éviter l'incarcération. Le 13 janvier 1971, Mohamed Ali arrive à Miami Beach pour se préparer. Angelo Dundee, son entraîneur de longue date, l'installe dans les Octagon Towers, une résidence haut de gamme pour retraités juifs. Il est le premier Afro-Américain à qui l'on permet d'y séjourner. Feeds me kosher food every day. Yes, sir. And it's good too. Who do you follow? Joe Frazier, me. And they told me Joe Frazier's new champ. What do you Who say? are you? I'm the heavy. Who am I? Le gymnase de Dundee, sur la 5e rue, lieu des premiers entraînements de Mohamed Ali une dizaine d'années plus tôt, est envahi par les journalistes et les fans. Ils ont tous payé $1 pour voir le boxeur faire le show. Et ils en ont pour leur argent. Mohamed Ali raconte des blagues, prend la pose, fait des tours de magie et amuse la galerie avec ses imitations de Joe Frazier. Je n'ai jamais autant voulu donner une raclée à quelqu'un, déclare Ali. Le monde entier va voir qui est le roi. Malgré 2 combats en 3 mois, le boxeur pèse près de 5 kilos de plus que son poids de forme et n'a pas l'air de vouloir se remettre en condition. Pour Ferdy Pacheco, l'entraînement est surtout un coup de pub. D'après lui, Ali s'entraîne un peu, mais parle beaucoup. Joe's gonna come out smoking, and I ain't gonna be joking. I'll be pecking and a poking, pouring water on his smoking. This might shock and amaze you, but I will retire Joe Frazier. Avant, quand j'assistais à un combat de Mohamed, j'étais convaincue qu'il allait écraser n'importe quel adversaire. Je ne m'en faisais pas du tout. Mais là, je lui ai dit, tu deviens arrogant et tu ne t'entraînes pas correctement. Tu essaies de te persuader que tu vas gagner, mais pour y arriver, il faut travailler dur. Et ça, tu sais le faire. Mais tu ne t'entraînes pas suffisamment et ça m'inquiète. La foule et les caméras ne sont pas les seules sources de distraction d'Ali. Depuis son bannissement du monde de la boxe et sa suspension de la Nation of Islam, il trompe allègrement Belinda. Où qu'il aille, les femmes cherchent à lui plaire. Et son entourage l'aide à satisfaire son appétit croissant pour les relations d'un soir.
Belinda en a le cœur brisé et elle commence à avoir ses propres aventures. On fait tous des erreurs. Je ne suis pas parfaite. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il le soit. Mais quand il s'entraînait pour le combat contre Joe Frazier, des types louches venaient et lui ramenaient des filles. Je lui ai dit que ça n'allait pas être possible. J'ai fait mes valises et je suis rentrée à Chicago. They don't come to see a talker. They see him watching a doer. Now let me go to work now. Au journaliste qui lui demande s'il n'a pas perdu la main, Mohamed Ali répond « Je suis toujours aussi affûté. C'est juste que je me bats autrement maintenant. Je suis un homme mûr, un homme fort, je n'ai plus besoin de danser. » I'm not just going to whoop Frazier, I'm going to whoop all the so-called experts. After this one, they will never predict against Muhammad Ali. Never again. Ali ne pensait pas que Joe Frazier lui donnerait du fil à retordre. Frazier était plus petit et il n'était pas un beau boxeur. C'était le genre qui forçait le passage, se plaçait sous le menton de l'adversaire et frappait sans relâche. Mais il avait un crochet du gauche imparable. Peut-être le meilleur crochet du gauche de toute l'histoire de la boxe. Et ça a toujours été le point faible d'Ali, même quand il était amateur. Il a toujours eu du mal à voir venir un crochet du gauche, ce qui lui a occasionné de nombreuses blessures. Le match s'annonçait donc difficile. I was talking to Muhammad Ali down in Miami earlier this week, and he called you a good street fighter. Does that make you mad? Don't make me mad at all. Joe Frazier est né dans la plaine atlantique de la Caroline du Sud. Ses parents étaient métayers. Son père était amputé d'un bras. Joe est le plus jeune d'une fratrie de 10 enfants. À 6 ans, il voit Joe Louis boxer dans un match amical à Beaufort, une ville voisine. Il se confectionne un sac de frappe en toile de jute qu'il remplit de tout ce qui lui tombe sous la main. Du sable, des épis de maïs, des briques. Il va passer 1 heure par jour à cogner dessus. Son oncle le surnommait Little Joe Louis. À l'école, c'était le gros dur de la classe. Quand les petites brutes voulaient piquer l'argent du déjeuner des autres enfants, il venait à la rescousse. Frazier quitte l'école à 15 ans. Après avoir enchaîné les petits boulots comme ouvrier agricole ou manutentionnaire chez Coca-Cola, il quitte la Caroline du Sud dans l'espoir de trouver mieux. À Philadelphie, il s'installe chez une de ses tantes, trouve du travail dans un abattoir et comme il veut perdre du poids, il commence à s'entraîner dans une salle de sport de la police dans le quartier nord de la ville. Un jour, un ancien boxeur amateur du nom de Yank Durham observe Frazier s'acharner sur un sac de frappe. Malgré des pieds vers l'intérieur, un surpoids et des bras trop courts pour un boxeur, l'adolescent fait une grosse impression sur Durham qui lui propose de l'entraîner. Le jeune boxeur se révèle être sérieux et discipliné. Il court chaque matin avant de se rendre à l'abattoir et s'entraîne au gymnase jusque tard dans la nuit. 2 mois plus tard, Frazier participe aux Golden Gloves des États du Mid-Atlantic et remporte le tournoi. 2 ans plus tard, en 1964, il gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo dans la catégorie poids lourd. À Philadelphie, on commence à l'appeler le gamin de l'abattoir. En août 1965, marié et père de 3 jeunes enfants, Frazier passe professionnel à l'âge de 21 ans. Will there be much of a difference fighting pro? Only thing I could see, the gloves is a little lighter. That's about all. And the money? Well, that'll be good too. We all could use some of that, you know, every now and then. Joe Frazier a combattu dans une catégorie supérieure à la sienne. Il n'aurait pas dû être aussi bon chez les poids lourds, compte tenu de sa taille et de ses capacités. Et pourtant, il l'était. Il était une force avec laquelle il fallait compter. Non pas une force politique ou intellectuelle, mais de combat. Une force de la nature. Frazier remporte ses 24 premiers combats et s'impose comme un prétendant au titre de champion du monde qu'on a retiré à Mohamed Ali. Un tournoi a eu lieu pour la succession d'Ali.
Jimmy Ellis, son ancien sparring partner et ami, l'a remporté. Puis Ellis a rencontré Frazier, et Frazier l'a mis KO au 4e round. Frazier est devenu le champion des poids lourds. Une rencontre Frazier-Ali était donc inévitable. Celui qui se targuait d'être le champion des poids lourds était forcément un usurpateur. Le titre n'avait aucune valeur si Ali ne pouvait prendre part à la compétition. Well, I consider myself the heavyweight champion of the world until the champ get back in action again. Petit à petit, Joe Frazier est apparu dans l'esprit des gens comme le type qui pourrait battre Ali. Frazier était un très bon boxeur. L'écrivain Norman Mailer l'a qualifié de machine de guerre. Et c'est une définition qui lui correspond parfaitement. Il avait une approche très agressive. Il était impitoyable. Après avoir mis Jimmy Ellis KO, Joe Frazier annonce qu'il va prendre sa retraite. Je vais me mettre au rock jusqu'à ce que Mohamed Ali, Cassius Clay ou quel que soit son nom vienne m'affronter. Mohamed Ali et Joe Frazier se tournent autour depuis leur rencontre au Madison Square Garden en 1967. À l'époque, le jeune boxeur a demandé un autographe à Mohamed Ali et a juré qu'il serait prêt à affronter le champion dans 2 ans. Pendant sa suspension, Mohamed Ali n'a cessé de harceler Frazier. Il se rend dans son gymnase de Philadelphie pour le défier et il le nargue à la télévision et à la radio. I just cannot wait until the bell rings. I've never wanted to whoop a man so bad. I fight anyway in the alley. I want to prove that Joe Frazier's not the heavyweight champion of the world. We have to whoop Joe Frazier because Joe Frazier is too ugly to be the world. What happens, Muhammad, if indeed things don't work out as you think they are going to, and Frazier does you in? Next question. Joe Frazier établit son quartier général à l'hôtel Concorde, dans les montagnes Catskill, dans l'État de New York. Il se lève tous les matins avant l'aube et court 7 km. L'après-midi, il se bat avec de nombreux sparring partners, choisis pour leur capacité à imiter la vitesse et le style de Mohamed Ali. Lorsqu'une tempête de neige empêche Frazier d'aller s'entraîner dehors, il retourne dans sa salle de Philadelphie, où ses fans peuvent voir son entraîneur, Yank Durham, lui faire subir 1001 tortures. Frazier se lamente. Pourquoi accorde-t-on tellement d'importance à Clay? Il dit une phrase et on la retrouve dans toutes les pages du journal. A lot of them want me whipped because of the draft. A lot of them want me whooped because of religion. A lot of them want me whooped because I'm black. And for other reasons that I might not even know about. Ali met en scène son retour en se présentant comme le héros anti-guerre. Il est celui qui a sacrifié plusieurs années de sa carrière pour ses convictions. Il n'est plus vu comme un simple réfractaire, mais comme quelqu'un qui défend ses convictions, quitte à en payer le prix fort. Il est prêt à aller en prison pour ça, et ne fait rien pour y échapper. D'une certaine manière, il devient une sorte de martyr. Voilà l'adversaire auquel Frazier est confronté. À l'approche du combat, Mohamed Ali multiplie les attaques contre Joe Frazier. Il le traite d'ignare et de chouchou des Blancs du Sud. Mohamed Ali estime que la seule personne qui se manifesterait auprès de Joe Frazier s'il gagnait serait Richard Nixon. Joe Frazier, the heavyweight champion of the world. Clumsy, ugly, flat-footed Joe Frazier. I'll show you what a real champion is. Ali adorait ce genre de provocation. Il en usait constamment, en particulier avec Frazier. Bien souvent, c'était vil. Et raciste aussi. Mais on lui passait tout selon le principe « Tout ennemi d'Ali est forcément mon ennemi ». Le journaliste sportif Dick Young accuse Mohamed Ali de discriminer Joe Frazier et qualifie ses attaques verbales de blessantes et indignes de lui. Pour Frazier, qui dit « J'ai grandi avec le racisme, je n'ai pas besoin qu'on me fasse la leçon », Mohamed Ali a tellement embobiné ses fans qu'ils ne savent plus quoi penser. It's the biggest fight because for the first time you've had a witty, quick, fast-talking heavyweight champ when the most of them asking the question, how do you feel, champ? Good shape, aren't you?
He tried to do everything and say everything to put me down, in which I don't agree with it, and I think that the guy talked from the side of his mouth, and he's a phony. Frazier a dit, quand Ali était petit, on lui a volé son vélo, et c'est ce qu'il a décidé à vouloir devenir boxeur. Mais qui avait un vélo à 13 ans? Moi, à cet âge-là, je travaillais toute la journée dans les champs. J'ai quitté le Sud à 15 ans. J'ai travaillé à l'abattoir. J'avais les chevilles qui baignaient dans le sang. Et lui, il n'a jamais bossé de sa vie. Il était chouchouté par les riches de Louisville. Joe en voulait énormément à Ali. Joe a toujours été affecté par le manque de respect d'Ali à son égard. Il faut dire que Ali disait du mal de tout le monde. Il inventait des surnoms à tous, mais il ne s'était jamais aventuré sur l'aspect racial, et pas de cette manière. Pourtant, Joe voulait être son ami et lui avait même prêté de l'argent pendant sa suspension. À diverses reprises, Joe lui a tendu la main. C'était un homme bon, mais il était constamment rabaissé par Ali. Joe Frazier is so ugly, his face should be donated to the Bureau of Wildlife. Ali is making the sort of jokes that racist white people. Ali fait le genre de blague que les blancs racistes feraient sur l'apparence d'une personne noire. Il se moque aussi du manque d'intelligence de Frazier. L'homme noir le plus militant du moment chambre son adversaire en faisant le jeu des racistes. Pour moi, ces prises de position publiques sont en contradiction totale avec la façon dont il traite Frazier. C'est d'autant plus grave que parmi les Blancs conservateurs, beaucoup soutiennent Frazier. Non pas parce qu'ils l'apprécient, mais parce qu'il est le rival d'Ali. Il est donc difficile de suivre Ali sur ce point-là. On a donc envie d'aimer ce qu'il représente, mais avec le recul, je trouve regrettable la façon dont il a traité Joe Frazier. Elle relève la part sombre de sa personnalité. Il pouvait être très cruel. Joe Frazier n'avait pas l'éloquence et le charisme d'Ali. Et il me semble que dans ce cas précis, Ali les a utilisés à mauvais escient. Mohamed Ali prévoit qu'au moment de monter sur le ring, Joe Frazier aura l'impression d'être un traître. Il va comprendre que Mohamed Ali est le vrai champion. Il n'a rien alors que moi, je défends une cause. Le véritable débat était de savoir lequel des deux était un noir authentique. À l'époque, les Noirs étaient anxieux à propos de leur identité et de ce que cela signifiait d'être noir. Ce malaise a fini par se manifester de façon spectaculaire sur le ring entre ces deux boxeurs. Frazier n'avait qu'une seule envie, c'était de tuer Ali. Il disait « Je vais le cogner jusqu'à lui faire sortir ses intestins par derrière ». Il était très en colère, et Ali pensait qu'il allait profiter de cette colère. La période d'entraînement de Mohamed Ali s'achève, et ses voisins aux Octagon Towers lui organisent une fête d'adieu. Ils se sont pris d'affection pour le champion et lui offrent un gâteau représentant Ali debout, aux côtés d'un adversaire gisant au sol. Une résidente s'émerveille. Je n'arrive pas à croire que ce soit un boxeur professionnel. Il a l'air d'un gentil garçon juif. Le 3 mars, 5 jours avant le combat, une limousine récupère Mohamed Ali à l'aéroport pour l'emmener à son hôtel dans le centre de Manhattan, puis au Madison Square Garden pour une séance d'entraînement avant le combat. Ses gardes du corps et la police doivent écarter la foule d'admirateurs qui se pressent autour de lui, afin de lui permettre d'entrer dans la salle où l'attendent des centaines de journalistes et de photographes. Après l'examen médical, les entraîneurs du boxeur ont fort à faire pour empêcher la foule de célébrités, d'officiels, de connaissances diverses et d'associés musulmans d'étouffer le boxeur, qui n'a presque pas de place pour se changer dans les vestiaires. Quand la limousine de Mohamed Ali s'éloigne de la salle, les fans tirent sur les poignées des portières, tambourinent sur les vitres et grimpent sur le toit. Un admirateur aux cheveux longs, vêtu d'une veste militaire en lambeaux, court après la voiture sur plusieurs pâtés de maison.
À un feu rouge, Ali finit par baisser la vitre et lui tend la main. « Hé, champion, t'es mon pote !» lui crie le jeune homme. La fièvre s'est emparée de la ville. Les places au bord du ring sont vendues à 150 $, soit 1,5 fois de plus que le tarif ordinaire du Madison Square Garden. Au marché noir, elles peuvent atteindre les 700 $. Lorsque les derniers 4000 billets sont mis en vente, les fans qui ont patienté toute la nuit dans le froid les achètent en 2 heures. On estime que 300 millions de téléspectateurs dans le monde entier vont suivre le combat, soit par télédiffusion en circuit fermé ou via satellite. Par manque de place, plus de la moitié des 1500 demandes d'accréditation média ne peuvent être acceptées. Un journaliste sportif affirme qu'il s'agit d'une confrontation classique de la boxe professionnelle entre un homme qui sait frapper et un autre qui fait en sorte de ne pas se faire toucher. On ne peut rêver meilleure rencontre. Frazier. Why? Well, I just think he's in better shape. Frazier should beat him with speed and jab him good. Well, I think it'll be Frazier. I sort of like play. I like to hear him. Pour le journaliste sportif Mark Cram, Mohamed Ali transcende le boxeur. Il est sans égal. Il qualifie également Joe Frazier de meilleur gladiateur au sens le plus pur du terme de l'histoire des poids lourds. Les parieurs de Las Vegas donnent l'avantage à Frazier. I'm cool, man. Yeah. I'm ready for this one. C'était le combat du siècle. Pour la première fois, on allait assister à la rencontre de 2 champions invaincus. Ali était champion lorsqu'il avait été déchu de son titre et n'avait jamais connu de défaite. Frazier avait gagné les Jeux Olympiques en 1964 et n'avait jamais perdu. Autre première, la somme de 5 millions de $ qu'allaient se partager les 2 boxeurs. Ali allait gagner plus d'argent en un seul combat que le joueur de baseball Hank Aaron durant les 20 ans de sa carrière. Le spectacle allait être incroyable. La veille du combat, Joe Frazier gratte un peu sa guitare et se détend avec des amis dans sa suite. Ayant reçu des menaces de mort, le nom de l'hôtel où il réside a été tenu secret. À l'hôtel New Yorker, Mohamed Ali et son entourage occupent tout le 25e étage. La réception grouille de journalistes venus du monde entier. Beaucoup d'entre eux cherchent encore à obtenir une accréditation pour le match. À l'étage, Ali, entouré de son cercle rapproché, reçoit une poignée de journalistes. « Mon peuple est pour moi », dit-il. Il s'identifie à mon combat. C'est le même qu'il mène tous les jours dans les rues et contre la police. Si je gagne, il gagne. Si je perds, il perd. En ce début de soirée du 8 mars 1971, le Madison Square Garden commence à se remplir. On se serait cru aux Oscars, aux Grammys et à un grand match de boxe. Tout ça à la fois. Les gens étaient venus en masse, même s'ils n'avaient pas de billets. Le spectacle en dehors de la salle était tout aussi intéressant que celui à l'intérieur. C'était ça l'effet Ali. C'est lui qui provoquait cette effervescence. C'était clairement l'endroit où il fallait être. L'écrivain Norman Mailer, le musicien Count Basie, l'animateur télé Ed Sullivan, le réalisateur Woody Allen et son égérie Diane Keaton, les chanteurs Marvin Gaye, Isaac Hayes ou Bob Dylan, l'ancien champion Joe Louis, le fondateur de Playboy Hugh Hefner et Frank Sinatra, devenu photographe d'un soir pour le magazine Life, ils sont tous là. On a demandé à Gwendolyn Brooks, la première lauréate afro-américaine du prix Pulitzer, d'écrire un poème pour le programme officiel. Elle s'adresse aux boxeurs pour que l'amour noir soit plus puissant que le combat et le sang. À la Maison-Blanche, une liaison en circuit fermé est installée pour permettre au président Richard Nixon de regarder le match. Dans son vestiaire, Mohamed Ali révèle la prévision qu'il a couchée sur le papier quelques jours plus tôt et scellée sous enveloppe. Les spécialistes de la boxe seront choqués par la facilité avec laquelle je vais battre Joe Frazier. Il tombera au 6e round.
Chaussé de ses fameuses Ali Shuffle Shoes, des bottes blanches à glands rouges qui, selon lui, le rendent plus rapide, le challenger monte le premier sur le ring. Puis c'est au tour de Joe Frazier. Le champion du monde en titre porte un peignoir vert avec son nom et ceux de ses 5 enfants brodés en or dans le dos. Sur le ring, l'arbitre Arthur Mercanti donne ses instructions aux boxeurs qui s'affrontent du regard. « Je vais te tuer », dit Frazier à Ali. Frazier will try to bore in and catch his man. Muhammad Ali opening up bad. Frazier just fights one way. He pours in and he punishes. Joe est un vrai cogneur. C'est le genre à avancer comme un char d'assaut, en mode attaque totale. Il est prêt à prendre 2-3 coups pour pouvoir en décocher un ou deux. Alors que Mohamed est plus aérien. C'est un artisan. Je vais te frapper bien plus que tu vas me frapper. Tu n'arriveras même pas à m'atteindre. Les juges ont beau accorder les 2 premiers rounds à Mohamed Ali, on le voit s'éloigner du style qui lui a si bien réussi. Au lieu de rester sur la pointe des pieds et de danser, il se tient à plat comme Frazier pour lancer des directs et des combinaisons. Ali se rend compte qu'il n'arrive pas à danser comme il le faisait 5 ans plus tôt. Sa gestuelle indique qu'il n'a aucune maîtrise de l'espace. Il se déplace uniquement pour s'éloigner de la tempête sans en avoir le contrôle. Mohamed est piégé et Joe en profite. Muhammad Ali is not keeping Joe Frazier away from him. And he gets caught on the rope, which he should not do. Il n'arrivait pas à s'amuser avec Joe Frazier. Frazier lui faisait mal. À un moment, il s'est appuyé contre les cordes, il s'est tourné et s'est adressé aux journalistes de la tribune de presse. Il ne fait pas le poids, alors que Frazier s'acharnait sur lui et qu'Ali allait lui céder le round. Il pouvait se permettre ce genre de comportement avec des boxeurs plus modestes, mais pas avec Frazier. Frazier reste ramassé. Il esquive les coups et avance sans relâche. Il diminue la distance entre son adversaire et lui, ce qui a pour effet de réduire l'impact des coups de poing longs d'Ali. Frazier, avec sa tête constamment en mouvement, n'est pas une cible facile pour Mohamed. C'est épuisant, à la fois physiquement et psychologiquement. Vous avez un type devant vous qui n'arrête pas de gesticuler et vous n'arrivez pas à le frapper. Il vous ridiculise. C'est un cauchemar. Son principe était de rester près de Mohamed, de ne pas le laisser respirer et de le frapper partout, sans arrêt. Sur les biceps, sur l'os iliaque, sur le coccyx. Si l'arbitre se trouve derrière vous et qu'il ne peut pas voir où vous allez frapper, visez l'os iliaque. Bien sûr, c'est un coup bas, mais si l'arbitre ne le voit pas, il n'y a pas faute. Two undefeated fighters. Neither one has ever fought a fighter of the caliber of the opponent tonight. This fight so far ranks with the great ones. Les 2 boxeurs se lancent tête baissée dans la 6e reprise. Mohamed Ali a bien l'intention de réaliser sa prophétie et Joe Frazier tient à déjouer la prédiction. À la fin du round, Frazier est toujours debout. Après le 7e round, les fans scandent « Ali, Ali, Ali ». Mais après le 8e round, c'est le nom de Joe qu'on entend. Ali arrivait encore à bouger pendant 2 minutes, 2 minutes et demie par round. Il trouvait le moyen de se reposer, mais Frazier le frappait énormément.
Mais il faut savoir que Frazier a pris plus de coups qu'il n'en a donné. À la fin du match, le visage de Frazier ressemblait à celui d'une gargouille. Il était tout gonflé et couvert d'hématomes. Seule la volonté du combattant fait la différence entre un vainqueur et un perdant. Ça n'a jamais été aussi flagrant. À chaque coup de poing que Joe Frazier assène, on l'entend presque dire « de la part d'un ligo ». Alors, je suis toujours un abruti ? La virulence fait la différence. Joe voulait plus la victoire que Mohamed. Mohamed la voulait aussi. Mais Joe en avait besoin. Et il a poussé Mohamed au bord du gouffre. Le combat entre dans le 15e et dernier round. Joe Frazier a le visage tuméfié et son œil droit est quasiment fermé. Les soigneurs de Mohamed Ali ont peur de le voir perdre au point et lui disent qu'il doit viser le chaos. Ils ont dit à Ali qu'il ne l'emporterait pas sans chaos. Et c'était vrai. Alors il est revenu et il s'est mis à enchaîner les combinaisons. Frazier se recroqueville et puis boum, crochet du gauche. Ali est à terre. Il se relève vite, mais ça met fin à ses chances de gagner le combat. By the two judges and the referee, and the ring is starting to cloud up. Despite the security measures taken, the people are coming in the ring, and this was not supposed to happen. Ladies and gentlemen, referee Arthur McCarthy scores it 8-6, 1 even for Frazier. Ali Aidala 9-6 for Frazier. Correct. 11 rounds for Frazier, 4 Ali, 11-4. The winner by unanimous decision and still heavyweight champion of the world, Joe Frazier. C'est la première défaite professionnelle de Mohamed Ali. Défiguré par sa mâchoire abîmée, il retourne dans son vestiaire où l'attend sa mère Odessa. Elle le prend dans ses bras et murmure « Ça va aller ». La chanteuse Diana Ross vient voir comment va son ami, ainsi que le photographe Gordon Parks, qui s'abstient de prendre le moindre cliché. Ferdy Pacheco craint une fracture de la mâchoire et le conduit à l'hôpital pour faire des radios. Aucun os n'est brisé, mais les médecins souhaitent le garder en observation pour la nuit. Ali refuse. Il ne veut pas donner à Joe Frazier la satisfaction de l'avoir envoyé à l'hôpital. What did Muhammad Ali say when you got to the dressing room? He just wanted to know that he put up a great fight. Bundini Brown participe à la conférence de presse après le match à la place de Mohamed Ali. Il déclare « C'est loin d'être fini, Mohamed a passé 3 ans sans boxer ». On a pu constater son déclin quand il a affronté Frazier. Ses jambes, qui étaient son principal atout, n'étaient plus là. Elles étaient mortes. Un nationaliste noir de Grande-Bretagne déclare « Ce soir, le peuple noir pleure la disparition de son roi ».
Kadhafi, le président de la Libye, déclare être en deuil. Le journaliste gonzo Hunter S. Thompson écrit que c'était un moment très pénible à tous les égards. Pour lui, la défaite de Mohamed Ali marque la véritable fin des années 1960. Même si les fans du boxeur sont au désespoir, tout le monde s'accorde à dire que le combat a été à la hauteur de l'énorme tapage médiatique qui l'a précédé. Dans le New York Times, Arthur Daly écrit que ce combat de plusieurs millions de dollars a valu son pesant de gloire et de drame. Plus de 5000 personnes ont enduré une température avoisinant les moins 10 degrés pour assister à une retransmission du match dans un stade en plein air de Pittsburgh. À Londres, on a veillé toute la nuit pour ne pas rater la diffusion qui a commencé peu avant 5 heures du matin. Et au Vietnam, les GI ont suivi le match sur leur transistor. Ali, how does it feel to have, for the first time in your professional career, have lost? I feel you have obligation to many thousands of fans who are pulling for you, who are crying, and they're worrying about you and how you feel. And I think if they can see that you realize that I'm human, and I realize that we all have to lose and life's still going on, then they'll feel strong. I think a celebrity or any so-called great person have obligation to fulfill, to take defeat like a man so they can take their defeats when they have them, because we all will have various defeats in life, whether it be loss of loved ones or wealth or titles, and many people just can't stand these pressures and they crack up on them. And when a man can come through this after so many years of victory and been so supreme in his field and able to handle the defeat also victorious, then this make him a bigger man. So I just lost the fight, that's all. Le lendemain, Ali avait vraiment l'air de sortir d'une bataille. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Joe Frazier a remporté le combat à juste titre. Mais j'ai le sentiment que d'une certaine manière, Ali a eu une autre victoire, celle de gagner le cœur de l'Amérique, qui a clairement saisi l'ampleur de son sacrifice. La défaite contre Joe Frazier est l'un des événements les plus importants dans la vie d'Ali. Il est désormais humain. Les gens l'ont détesté quand il a refusé de se battre pour son pays ou quand il a changé de nom. Mais aujourd'hui, ils l'ont vu tomber à terre et aussitôt se relever. Il continue et tient jusqu'à la fin du combat, et puis vient la décision en faveur de Frazier. Ali a perdu, mais il est humain maintenant. Et il va se battre pour retrouver une chance de gagner le championnat. C'est à cet instant précis qu'Ali devient réellement populaire aux États-Unis. Des jeunes comme moi se mettent à accrocher son poster dans leur chambre. Joe Frazier a du mal à se remettre de la brutalité des coups qu'il a endurés. Il est incapable de marcher, ni même de se tenir debout. Le lendemain du match, ses yeux sont toujours gonflés et sensibles à la lumière, et il ne peut pas uriner. Il ne se présente pas à une émission de télé où Mohamed Ali et lui devaient discuter de leur combat avec le journaliste sportif Howard Cosell. Il prétend avoir la grippe. Une semaine après le match, il est admis dans un hôpital de Philadelphie où les médecins lui prescrivent un régime alimentaire sévère et le traitent pour hypertension artérielle et épuisement. Selon une rumeur, il aurait frôlé la mort. 10 jours plus tard, Frazier rentre enfin chez lui. Je me rends à Philadelphie dans la salle de Joe. On est tous sur le trottoir et 3 petits gamins noirs dans les 8 ans se précipitent vers nous en criant « Joe Frazier! Joe Frazier !» Joe dit à un assistant d'aller chercher des photos dans la voiture et tapote les gamins sur la tête. Un des gosses nous dit « Mon père dit que Mohamed Ali était drogué. » Frazier se penche vers lui. J'ai cru qu'il allait le pousser et lui dit « Rentre chez toi et dis à ton papa qu'il a raison. Il a été drogué. Je l'ai drogué avec un crochet du gauche. Allez, fiche-moi le camp. » Mohamed Ali retourne dans le ranch de style espagnol qu'il vient d'acheter avec Belinda à Cherry Hill, une ville du New Jersey sur la rive est du fleuve Delaware, en face de Philadelphie. Il aide Belinda à choisir les meubles, prend des nouvelles de sa famille et de ses amis au téléphone et s'occupe de temps à autre de ses 3 filles, Miriam et les jumelles Jamila et Rashida. Mais c'est sur la route qu'il est le plus heureux.
I'm never home much, and they don't know me. Miriam, the older one, know me, but Rishim and Jamila, they don't know me too well. They're about a year old, and they give me a lot of trouble when I pick them up, but I have to start staying home more. But I think that the wife or the mother should train them, and by the time they're 3 years old, they should be ready to go to some type of school with enough home training to give them a good start. Il aimait bien les enfants et les prendre dans ses bras, mais pas plus de 20 minutes. Il n'arrivait pas à s'intéresser à elle longtemps. Mais c'était un bon père. Il faisait en sorte de subvenir aux besoins de notre famille, et en cela, c'était un père formidable. Do you know your dad is the baddest man in the world? Do you know your daddy can whoop all the men in the whole world, and you don't care? Les journalistes viennent voir le boxeur pour savoir quand il va affronter à nouveau Frazier. Ali leur dit « Il se repose et je me repose, le public devrait en faire autant ». Il ajoute que le match revanche sera son dernier combat avant de raccrocher les gants, afin de pouvoir se consacrer à plein temps à la diffusion des enseignements d'Elijah Muhammad. Cela fait près de 2 ans que le leader de la Nation of Islam a suspendu Ali et lui a retiré son nom musulman. Elijah Muhammad lui a dit « Si tu as la boxe dans le sang, tu dois t'en débarrasser ». Mohamed Ali comprend qu'il ne pourra pas représenter les musulmans tant qu'il continuera dans cette discipline. Pourtant, il utilise toujours son nom musulman et fréquente les membres de la Nation of Islam. La secte est en proie à toujours plus de violence et de corruption, et certains de ses lieutenants manœuvrent pour prendre la place de leur leader vieillissant. Et malgré l'exclusion d'Ali, Herbert Muhammad, le propre fils d'Elijah, est toujours le manager du boxeur. Un tiers des revenus d'Ali lui revient, ainsi qu'un pourcentage des bénéfices des diffusions télé en circuit fermé de chaque combat. En 10 ans de carrière, Mohamed Ali a dilapidé une grande partie des 7 millions de dollars qu'il a engrangés. Il entretient sa famille et son entourage. Il possède plusieurs maisons et une armada de voitures qui compte 2 Rolls-Royce, une collection de Cadillac et un autobus. Il fait également énormément de cadeaux. Un type en fauteuil roulant est entré dans le gymnase avec une casquette des Dodgers vissée sur la tête. Il était cul-de-jatte. Angelo est allé voir Ali et l'a mis en garde. « Ali, ce mec va essayer de te taper du fric en se faisant passer pour Roy Campanella. Il vient tout le temps, ne lui donne rien. » Ali fouille dans sa poche, sort une grosse liasse de billets et la donne au type. Angelo lui demande pourquoi il fait ça. Ali lui répond « Toi et moi, on a des jambes. » Un ivrogne s'approche tout tremblant et dit « Monsieur Ali, je peux avoir un peu d'argent pour manger ?» Ali venait de s'acheter un manteau en cachemire. Il l'a enlevé, a enveloppé l'ivrogne avec et m'a dit « Donne-lui $10 », ce que j'ai fait. On sentait toujours l'extrême sollicitude d'Ali quand il était près de vous. Personne d'autre n'existait à ses yeux dans ces moments-là. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça de beaucoup de gens. Dès notre plus jeune âge, on a vu que papa commençait toujours la journée en se demandant comment il pouvait aider quelqu'un. Et il le faisait tout le temps. Il portait des Rolex et les enlevait pour les offrir aux gens. Il avait de l'argent dans sa poche et nous, on lui disait « Fais pas ça, papa !» Mais il le distribuait quand même. Il leur suffisait de demander et il leur donnait ce qu'ils voulaient. Son but, c'était de faire en sorte que les gens se sentent importants et de les aider. Il pouvait avoir $30 000 sur lui un après-midi et revenir les poches vides. Quelqu'un sortait les violons et Ali gobait tout. Il allait s'occuper des enfants et de la maison que la personne avait perdue. Il adorait donner. Il aimait soulager la douleur des autres. Je pense qu'il ira au paradis, avec tout ce qu'il a donné aux bonnes œuvres. How do you stand now with the possibility of going to jail? Oh, I don't know. I'm just waiting any day now. Do you think about it? Whenever people want to really make progress, some have to sacrifice a lot. And I like to say,
White America right now is spending $30 million a day in Asia. Black and white boys are dying unjustly for nothing. So why should I worry about going to little old jail to free my poor people who's been catching hell here for 400 years? Le 19 avril 1971, Chauncey Eskridge, un ancien avocat de Martin Luther King, se présente devant la Cour suprême au nom de Mohamed Ali. Il estime que la condamnation de son client pour avoir refusé de faire son service militaire devrait être annulée. Au départ, les juges n'ont même pas l'intention d'examiner l'affaire. Ils étaient à nouveau prêts à rejeter sa requête parce qu'ils n'y voyaient aucune base juridique. Mais le juge Brennan a fait un vibrant plaidoyer pour qu'au moins ils examinent l'affaire, arguant que les Américains ne comprendraient pas pourquoi une personne de la stature de Mohamed Ali, avec une telle revendication, ne pouvait se faire entendre par la justice. Les juges ont accepté, tout en étant persuadés qu'ils allaient certainement confirmer la condamnation. Erwin Griswold, l'avocat général des États-Unis, s'exprime devant la Cour suprême au nom du gouvernement. Le requérant ne veut tout simplement pas prendre part à la guerre de l'homme blanc, et je peux le comprendre. Mais ce n'est pas la même chose que d'être pacifiste. Pour l'avocat d'Ali, son refus d'aller combattre n'est pas lié à une question raciale ou politique, mais à l'expression sincère de sa conviction religieuse. Thurgood Marshall ne peut pas voter parce qu'il a travaillé pour le ministère de la Justice au moment de la condamnation d'Ali. Il doit se récuser. La Cour ne compte donc plus que 8 juges. Il délibère et décide, à 5 voix contre 3, de l'envoyer en prison. À cette période, j'étais assistant juridique de l'un des juges, le juge Harlan. Le juge en chef a choisi le juge Harlan pour rédiger la décision de la Cour. Et tous s'attendaient à une confirmation de la condamnation. Tom Creighton-Maker a lu des articles sur la Nation of Islam. Il estime que l'opposition religieuse de Mohamed Ali à la guerre est équivalente à l'argumentation présentée avec succès par les témoins de Jéhovah à la Cour dans les années 1950. L'assistant du juge Harlan entre et dit « Avec tout le respect que je vous dois, j'ai là quelques documents sur la Nation of Islam et ses convictions. » Je pensais qu'une fois qu'il aurait étudié les documents et les éléments sous-jacents de l'affaire, il constaterait qu'Ali s'opposait sincèrement à toutes les guerres. Les mots d'Ali étaient « Je suis membre de la Nation of Islam ». Un de nos principes religieux est de ne prendre part à aucune guerre où l'on prendrait des vies humaines, à moins qu'Allah ne me donne l'ordre de me battre. Ce point de vue est une objection religieuse à une participation à la guerre sous toutes ses formes. Et un beau jour, le juge Harlan est arrivé et a dit « Vous savez, j'ai décidé de vous donner raison. Il n'est pas fréquent de voir un juge changer d'avis. Dans ce cas précis, ça a eu l'effet d'une bombe. Personne ne s'y attendait. Tout le monde à la Cour pensait que la condamnation allait être confirmée. » Le juge en chef Warren Burger est furieux. Il traite Harlan de chantre des musulmans noirs. Les voix des juges sont désormais de 4 contre 4, ce qui signifie que la condamnation d'Ali est confirmée, mais que les juges ne publieront pas de décision, comme s'ils n'avaient jamais examiné l'affaire. Puis, un autre juge, Potter Stewart, découvre une erreur de procédure de la commission d'appel du Kentucky que la Cour pourrait utiliser pour annuler la condamnation de Mohamed Ali sans créer de précédent. Nous ignorons la raison invoquée par la commission d'appel de l'État pour refuser à Ali le statut d'objecteur de conscience, puisqu'ils n'en ont donné aucune. Ils l'ont refusé, point. Ce qui signifie que Mohamed Ali n'a pas bénéficié de l'application régulière de la loi. Une fois que le juge Stewart avait soulevé ce point de procédure, ses assistants et lui ont rédigé leur argumentation et l'ont envoyé aux juges qui s'y sont ralliés l'un après l'autre. Le juge en chef a été le dernier à le faire. Finalement, c'est à l'unanimité que la condamnation d'Ali a été annulée. The court unanimously threw out the conviction of boxer Muhammad Ali or Cassius Clay.
Le 28 juin 1971, Mohamed Ali est en train de sortir d'une épicerie du South Side de Chicago quand le commerçant apprend la nouvelle. Il rattrape Ali pour la lui annoncer. Well, I was on 78th Street on the South Side and just bought me orange in a grocery store, and the grocery owner came out and grabbed me and hugged me with tears in his eyes, a little black fella, and told me that you've just been vindicated and you're free. 8 judges all voted in your favor. And he just hugged me and squeezed me. And how do you feel about our system now? Well, I don't know who will be assassinated tonight. I don't know who will be enslaved or mistreated. I don't know who will be deprived of some other justice or equality. So I can't say nothing. All I can talk about is my case. And I'm thankful that the courts recognized my sincerity and my beliefs in this case. C'était magnifique. J'en ai pleuré de joie. Mon frère encourait la prison s'il avait été jugé coupable. Mais ils l'ont laissé libre. La Cour suprême lui a donné raison. C'était tellement beau. Ça prouve qu'il y a un Dieu. Ça a été simple pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a agi selon sa conscience. Fais ce qu'il faut dans la vie et tu seras heureux, peu importe ce que disent les autres. Fais ce que tu penses être juste. Un jour au lycée, on m'a demandé ce que je pensais de la guerre au Vietnam. Est-ce que je me verrais aller me battre là-bas? J'ai répondu que je ne voyais pas pourquoi j'irais descendre des femmes et des hommes vietnamiens. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi j'irais là-bas? Pourquoi je serais d'accord avec ça? Et je pensais que c'était ma propre réflexion. Ça montre à quel point Mohamed Ali était fort. C'est lui qui m'avait inspiré cette pensée, mais je ne le savais même pas. Quand Ali dit « Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre », c'est une phrase qui m'est venue à l'esprit, mais à mon insu, sans que j'en ai conscience. C'est ça un vrai leader. Il vous influence sans que vous ne vous en rendiez compte. Suppose you do fight Frazier again and beat him. Then what? Suppose I beat him, I'm gonna whoop him. I whooped him the first time. I whooped him for 9 rounds, beat him so terrible they put him in the hospital. That's when I was off. When they took my title, if I'd fought Joe Frazier then, he'd been slaughtered. You let me get in the ring with Joe Frazier one more time, and you'll see what I do with Joe Frazier. I'm tired of talking about it. You'll see what I do with Joe Frazier. Joe Frazier n'est pas du tout pressé d'affronter Mohamed Ali ou qui que ce soit. Il savoure son titre de champion du monde incontesté des poids lourds et entame une tournée en Europe avec son groupe de soul, les Knockouts. Il intervient à l'Assemblée législative de Caroline du Sud. C'est l'un des premiers Afro-Américains à le faire depuis la Reconstruction. Il fait l'acquisition d'une ancienne plantation de riz de près de 150 hectares près de Beaufort, où il installe sa mère Dolly. Un de ses assistants estime qu'il est peu probable qu'il boxe à nouveau cette année-là. The fact is that you're a crowd puller, and Frazier's not, is he? Why is that? Well, number one, he's ugly. He has no rhythm, no footwork, no class. He cannot talk. And who told him he could sing? Début juillet 1971, Mohamed Ali, désormais libre de boxer comme bon lui semble, enchaîne 9 matchs en 15 mois, en attendant de pouvoir affronter Joe Frazier. Ses adversaires, souvent plus petits, plus lents ou plus âgés que lui, sont soigneusement choisis pour lui éviter une deuxième défaite qui aurait sonné le glas de sa carrière avant même qu'il puisse retrouver Frazier. Il bat d'abord son ami d'enfance et sparring partner de longue date Jimmy Ellis à l'Astrodome de Houston. Mohamed Ali, qui pèse 15 kilos de plus qu'Ellis, semble apathique et mal préparé. Frazier, qui assiste à une diffusion du match à Philadelphie, n'est pas impressionné. Il traite Ali de clown et l'attaque sur son short trop grand qu'il porterait trop haut pour dissimuler son ventre trop gras. Buster Mattis, Jürgen Blin, Mac Foster, George Chuvalo, Jerry Query, Alvin Lewis, il les a tous battus. La vie sur la route est chaotique. Entre les séances d'entraînement, Mohamed Ali s'amuse avec Bondini, fait des farces à des camarades peu méfiants et passe des heures devant la télé.
Il cherche également à satisfaire son besoin quasi insatiable de sexe. Il trompe régulièrement sa femme et fait appel à des prostituées. Ses rendez-vous galants sont souvent organisés par son entourage. You know, there's a theory that the more you say how great you are, it really means that you don't think you're so great. What do you think is wrong with you? What is wrong What with are your me? faults? Well, I have a lot of faults. Like but what? What's the I worst? can't tell you my worst fault because I'm married. You figure it out. C'est vrai, l'honnêteté ou la générosité faisait partie de ses valeurs morales. Maintenant, si vous abordez la question de la fidélité envers sa femme, non, il n'était pas du tout fidèle. Ali était un coureur de jupons invétéré. Tout le monde le sait, je ne vous annonce pas un scoop. Je regrette de ne pas être intervenu. En fait, je l'ai laissé faire ce qu'il voulait. Et ça, je le regrette. Je l'ai laissé faire ce qu'il avait à faire. En septembre 1972, Mohamed Ali bat pour la deuxième fois Floyd Patterson. Ce sera le dernier combat de Patterson. Joe Frazier fait une apparition sur le ring avant le combat. Il a le sourire aux lèvres tandis qu'Ali, retenu par Bundini Brown, fait semblant de se jeter sur le champion. Mohamed Ali déclare aux journalistes qu'on arrête ces idioties et qu'on fasse ce que les gens veulent. Dit à Frazier d'arrêter de m'esquiver. Malgré l'enchaînement de victoires, certains journalistes sportifs voient en lui un boxeur diminué qui gagne désormais par la ruse, qui prend trop de coups pendant trop de rounds et qui ne mérite pas sa revanche sur Joe Frazier. Joe Chovallo estime que Mohamed Ali est toujours très rapide mais qu'il a loupé trop de directs lors de leur rencontre. « Je lui ai vraiment fait mal », dira-t-il après leur combat. Le journaliste Dick Young pense que Joe Frazier massacrerait Ali. Il n'est plus que l'ombre du grand champion qu'il a été. Mais Angelo Dundee, son entraîneur, qui s'est inquiété du comportement mécanique de son poulain, est persuadé qu'un nouveau combat contre Frazier ferait ressortir le meilleur d'Ali. Et puis en novembre, il cède aux pressions des instances dirigeantes, lui demandant de défendre son titre contre un adversaire de premier plan. Joe Frazier accepte de rencontrer un jeune boxeur invaincu de 23 ans du nom de George Foreman. La revanche d'Ali contre Frazier est mise en attente. Au printemps 1972, Mohamed Ali fait l'acquisition d'un terrain de 2,5 hectares au sommet d'une crête non loin de Deer Lake, en Pennsylvanie. Il va y construire son propre camp d'entraînement avec une salle de boxe, une mosquée, un grand réfectoire et de quoi loger tout son entourage. Ali et Belinda, qui viennent d'avoir leur 4e enfant, Mohamed Ali Jr., écument la région à la recherche de meubles pour le complexe. Ils achètent des meubles anciens, une calèche de 150 ans et une réplique de la célèbre Liberty Bell. Le boxeur prévoit de la faire sonner tous les matins à 4h30 pour annoncer le début de sa journée. Ali demande à son père de peindre sur les gros rochers disséminés sur le terrain les noms des champions Joe Louis, Sonny Liston, Archie Moore et Jack Johnson. Muhammad Ali did not meet the president, but he happened to be passing by Mount Rushmore one day, and this is what happened. Okay. Do not be shocked because it will soon be the truth.
Un jour, Mohamed Ali est en train de s'entraîner dans un gymnase provisoire du camp en construction lorsqu'un jeune boxeur amateur de 22 ans se présente. Il est originaire d'Easton, en Pennsylvanie. Il s'appelle Larry Holmes et meurt d'envie de rencontrer son idole. Holmes a été élevé par sa mère Flossie et ses 11 frères et sœurs dans un logement social du South Side d'Easton. Il s'est mis à la boxe à l'âge de 10 ans lors de combats dans des bars où le vainqueur pouvait gagner des hot dogs et des sodas. J'ai quitté l'école à l'âge de 13 ans. Soit j'arrêtais, soit on me renvoyait. J'ai préféré partir de mon plein gré. J'ai travaillé dans une station de lavage de voitures. J'ai été cireur de chaussures. N'importe quoi pour rapporter de l'argent à la maison. Puis j'ai rencontré Ernie Butler, qui enseignait la boxe aux gamins. C'est comme ça que j'ai appris. Quand Larry Holmes se rend à Deer Lake, il vit dans l'espoir d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Ali a ouvert la main et lui a dit « Fais-moi voir ton direct ». Larry a tapé et Ali a apprécié. Il lui a demandé s'il avait pris ses affaires de boxe. Il les avait. « Parfait », a dit Ali. « J'ai justement besoin d'un bon entraînement. » Larry s'est pris un cocard. J'ai voulu mettre un peu de glace sur son œil. Il a refusé. Il a dit « Je vais retourner à Easton et dire à tout le monde que c'est Mohamed Ali qui m'a fait ça. C'est la classe. » J'ai proposé à Larry de rester au camp. Quand j'étais là-bas, je faisais la vaisselle. J'allais aussi dans le vestiaire d'Ali et je lui posais plein de questions. Ça devait le fatiguer à force, mais je le faisais quand même. Sa rapidité et sa mobilité, c'était incroyable. Il pouvait esquiver, écarter ou bloquer les coups. Impossible de l'atteindre. Hello again, everyone. I'm Howard Cosell, along with Muhammad Ali, bringing you the Olympic boxing trials, and you'll be seeing Larry Holmes. J'ai beaucoup imité le style d'Ali. On m'a souvent traité de copieur. Et alors? Je veux apprendre du meilleur. Et il est le meilleur. Alors je veux faire comme lui. Et si je n'y arrive pas, au moins j'aurais essayé. Mais finalement, je me suis bien débrouillé. Larry Holmes n'est pas sélectionné dans l'équipe olympique, mais il continue à s'entraîner avec Ali à Deer Lake et se lance dans une carrière professionnelle qui le ramènera un jour auprès de son mentor. We're back at ringside, and George Foreman, the challenger, has just come into the ring. You see him? There's no fear in either man. There is no fear in George Foreman. He's a big, strong boy. Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier! In the first round. Le 22 janvier 1973, à Kingston, en Jamaïque, George Foreman expédie Joe Frazier au tapis à 6 reprises avant que l'arbitre n'arrête le combat après 1 minute 35 du deuxième round. George Foreman est désormais le champion du monde des poids lourds. Je l'ai complètement sous-estimé, déclare Joe Frazier en retenant ses larmes. Le lendemain matin, les promoteurs de tout le pays se précipitent auprès de George Foreman pour lui proposer de défendre son nouveau titre contre Mohamed Ali. Les spécialistes, quant à eux, se demandent combien va coûter une telle affiche. À Deer Lake, Mohamed Ali, qui s'est assoupi devant le combat, est convaincu que Joe Frazier vient de leur faire perdre à tous les deux une énorme rentrée d'argent en refusant d'abord de se battre contre lui. Il jure d'anéantir George Foreman, mais pas avant d'avoir affronté une série d'adversaires qu'il a déjà accepté de rencontrer. 5 semaines plus tard, Mohamed Ali se bat contre Ken Norton, un ex-marine de 1,90 m classé 6e. Lors de son combat précédent, Ken Norton n'a touché que $300. Muhammad Ali will be coming to you on home television, live in a 12-round scheduled fight. Devant la faible vente de billets en circuit fermé, les promoteurs décident de diffuser le match en direct sur la chaîne ABC. Ali fighting the 6th-ranked heavyweight Kenny Norton. You haven't heard much about Norton, and this is supposed to be a routine exercise for Ali.
Mohamed Ali entre dans la salle vêtu d'un peignoir orné de strass et avec l'inscription « People's Choice », le choix du peuple brodé dans le dos, un cadeau d'Elvis Presley. Ken Norton ne s'est pas laissé démonter par Ali. Il n'était pas intimidé, en bon marine qu'il avait été. Il s'était mis à la boxe sur le tard, mais malgré ça, il avait une bonne mécanique et c'était un bon athlète. Ses coups venaient de partout. Il envoyait son direct avec la main gauche baissée, un peu comme Ali. Et Ali n'avait jamais vu ça. Il n'arrivait pas à lui rendre l'appareil. Un direct puissant va vous empêcher de lancer votre propre direct ou de donner des coups de poing tout court. Vous allez reculer et être déséquilibré. Joe Frazier se tenait recroquevillé et bougeait sans arrêt. Norton, lui, se tenait comme ça et bloquait le direct, bloquait le direct, bloquait le direct. Mohamed n'avait pas d'autre choix que de prendre des risques, ce qui le rendait complètement vulnérable. Sans compter que Ken Norton savait faire mal et montrer qu'il était là. Quand il lance des coups pareils, ça montre l'insolence de ce type. Il attaque sans arrêt Mohamed, sans le moindre respect. Je pense que Ken Norton s'estimait au même niveau que Mohamed Ali. There hasn't been much movement by Ali in this fight. Why, it's hard to figure. Has he gone back that far? That's not easily believable. You have to wonder if he's taking Norton too lightly. À la 8e reprise, Howard Cosell remarque que Mohamed Ali est quasi muet et que sa bouche est saisie d'un curieux mouvement. All right, we're back for round 8. And Ali just hasn't been right. And I think he may have cracked a tooth in his mouth, judging by the way he's holding his mouth. Let's see if we can get Dr. Ferdy Pacheco to tell us. Ferdy, is there anything wrong with Muhammad's mouth? No, I think he's loosened the tooth, but there's no fracture, there's no broken anything, there's nothing, you know. Mais Pacheco est mieux informé qu'il ne le dit. Au 2e round, Ken Norton a brisé la mâchoire inférieure gauche d'Ali et les bouts saillants de l'os lui cisaillent la joue. À chaque coup que Norton lui assène, Ali souffre le martyre à cause de sa mâchoire brisée. Mohamed Ali croit qu'il peut encore battre Ken Norton. Ali is landing in this round, as you can see. He is scoring. However, Norton keeps coming at Ali, and Ali is against the ropes. Ken Norton se moque de Mohamed Ali. Tu m'as loupé, abruti, c'est un fantôme que tu as touché. This crowd is going wild. They are sensing a decision in favor of unknown Kenny Norton. Nobody can really believe what they have seen. It is a tired Ali and a hurt Ali. Referee Frank Rustich scores it. 7 points Norton, 5 points Ali. There it is. There it is. One of the greatest upsets again in boxing history. Bondini Brown et Angelo Dundee se dépêchent d'emporter Mohamed Ali hors du ring, tandis que Ken Norton embrasse son sparring partner Joe Frazier. Ali s'est fait opérer et je suis resté avec lui toute la nuit. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, sa mâchoire était pleine de fils métalliques. Il lui faudra attendre au moins 3 mois avant de pouvoir reprendre l'entraînement. Le lendemain, Ken Norton vient saluer Mohamed Ali dans sa chambre d'hôpital, mais il vient accompagné d'un photographe. La photo de Mohamed Ali cloué sur un lit d'hôpital et de Ken Norton le dominant de toute sa hauteur paraît dans tous les journaux. Howard Cosell le dit fini et Red Smith qualifie le boxeur de pantin flasque à l'effigie de Mohamed Ali. Presque 10 ans ont passé depuis qu'elle a barré la route de Sonny Liston qui briguait le titre de champion poids lourd.
De nombreux spécialistes se demandent s'il a perdu sa vitesse de pied et de main, s'il a encore la volonté de s'entraîner correctement, si son combat violent contre Joe Frazier a causé plus de dégâts que ce qu'on a bien voulu dire, et s'il peut encore redevenir le même boxeur qu'il a été. Juste avant le combat contre Ken Norton, le manager d'Ali, Herbert Muhammad, réprimande son champion pour son manque d'entraînement et son excès de confiance. Il n'a passé que 3 semaines à s'entraîner, s'est abstenu de courir et est apparu à bout de souffle pendant ses séances de sac de frappe ou de saut à la corde. De plus, il a passé les heures précédant le combat au lit avec 2 femmes. Avant de quitter l'hôpital, les infirmières remettent à Ali une pile de lettres qu'il a reçues. On lui a écrit des mots comme « Le papillon a perdu ses ailes »,« L'abeille a perdu son dard »,« Ta bouche a été fermée à tout jamais ». Mohamed Ali accrochera ces mots au mur de son gymnase pour s'en inspirer. Will you welcome the incredible Muhammad Ali? Malgré les doutes et la blessure qui l'empêche temporairement de parler et de s'entraîner, Mohamed Ali reste le boxeur le plus fascinant du monde. Il est toujours aussi célèbre dans le milieu de la boxe. I heard you wouldn't be able to talk for quite a while. I was kind of surprised. No, the doctor told me I wouldn't be able to, but I told him he's wrong. If they told you tomorrow that you could not fight again, if they had a look at your jaw and said it's just too dangerous, would you cry? No. I'll rejoice. I'll be glad that I found out before I killed myself. Lorsque Mohamed Ali et Ken Norton s'entendent sur la tenue d'un match revanche à Los Angeles en septembre 1973, même les esprits les plus critiques se réjouissent à l'idée d'entendre les boutades et les prédictions du boxeur. This ain't no big thing beating Ken Norton. This man wasn't nobody and still ain't nobody. I just made him somebody by not training and coming in too fat and getting my jaw broke and couldn't pull out of it. This time it'll be no match. Le match contre Norton était un avertissement de Dieu, déclare Mohamed Ali à la presse. Il m'a puni pour avoir fait des choses contraires à mes convictions religieuses. Mohamed Ali a 31 ans. Il a à son palmarès 41 victoires et 2 défaites, une contre Joe Frazier et l'autre contre Ken Norton. Fin mai, il se retire à Deer Lake pour s'entraîner. After I annihilate Ken Norton, going to Jakarta, Indonesia to whoop this Rudy Lubus, the Dutch heavyweight champion, I want to come back and settle this whole thing with George Foreman. And for old time's sakes, I want to whoop Joe Frazier again right there in Madison Square Garden. Now I'm tired. I got to go to work. I ain't got Mohamed Ali a l'intention de courir 6 km par jour et compte se mettre aux séances de sparring 3 semaines avant le combat uniquement. Fini la rigolade, je dois être sérieux dès le début. Au camp d'entraînement, Mohamed Ali n'est jamais seul. Son manager, Gene Kilroy, s'occupe de tout. Luis Sarria, son kiné, épuise le boxeur avec ses exercices éprouvants. Bondini Brown joue le bout-en-train de service, tandis que Lana Shebaz veille à ce que tout ce petit monde soit bien nourri. Belinda est souvent de passage avec les enfants, mais reste rarement longtemps. Les parents d'Ali viennent aussi régulièrement pour donner des coups de main en cuisine et son frère Rahman est son sparring partner. Le photographe Howard Bingham immortalise tous ces instants. Pour Herbert Muhammad, ces gens sont comme une petite ville pour Mohamed Ali. Il en est le shérif, le juge, le maire et le trésorier. I'm trim, my jaw is ready. Look at my body. Look at me. In perfect shape. 212 pounds. Same way fought Sonny Liston. I chopped down 85 trees for this fight. Talking about Norton closing my mouth. You tell Norton he opened my mouth wide up. Don't believe that stuff. Predicting on the predictor. I'm going to be so fast. Watch what I'm going to do with my hands in the ring at night. I'm going to be so fast. If Norton doing dirty stuff, I'm going to reach him nowhere and pull out a long cane. My dad would actually drive. Mon père conduisait son autobus de Cherry Hill à Deer Lake. Et on montait tous dans le bus, avec son entourage et les babysitters. Ma mère venait aussi avec nous.
Papa avait une calèche et il nous promenait dedans. On avait aussi des poneys qu'on montait. Je me souviens de l'odeur du bois de cèdre. Que de bons souvenirs. La plupart des soirs, après le dîner, le gymnase se transforme en salle de cinéma où tout le monde s'entasse pour une projection. Parfois, quand la nuit est claire et que Belinda est là, Mohamed Ali et elle s'installent dans la calèche et scrutent le ciel à la recherche du vaisseau mère qu'Elijah Muhammad leur assure être en orbite. Lorsque son entraîneur Angelo Dandi arrive 3 semaines avant le combat, Mohamed Ali est bien reposé, dans un bon état d'esprit et en excellentes conditions physiques. Le 10 septembre 1973, Ali affronte à nouveau Ken Norton au Forum à Inglewood en Californie. Ali has not stopped dancing for a second. This is the best I've seen Ali look since going back before the Joe Frazier fight. It's the old Ali. Yes, it is. Mohamed Ali reste sur la pointe des pieds cette fois-ci et montre une endurance qu'on ne lui connaissait plus. What a fight! Both men have been hurt. The crowd is going absolutely berserk as these fine heavyweights unleash their attack. Les deux boxeurs semblent être à égalité après les 11 premiers rounds. Mais à la 12e reprise, Mohamed Ali envoie un déluge de coups à la tête de Norton. Il pulvérise son adversaire et fait pencher la décision en sa faveur. All right, we're with Muhammad here. Champ, a great fight. You haven't been in this kind of condition, I'm sure, for many years, and you had to be. Right, I'm in good condition, but I'm taller than usual because of my age. À peine est-il déclaré vainqueur que la presse s'intéresse à un combat tant attendu et qui est enfin en préparation, la revanche entre Mohamed Ali et Joe Frazier. Certains journalistes le voient comme un match entre deux has-beens qui ont perdu des millions de dollars pour ne pas s'être affrontés plus tôt. C'est un événement très attendu et le vainqueur devra combattre George Foreman. Comme l'écrit le journaliste sportif Mark Cram, les deux hommes sont au bord du précipice et un seul arrivera à faire parler son talent et à aller plus loin. I'll take it. I know I'll take it. You better anywhere. The street fight in the ring. Keep calling me Clay. You still calling me Clay. I'm gonna get all the time out of boxing. I'm tired of these other calling me. You're a one-sided guy. You talk from two sides of your mouth. One to the white and one to the black. Au cours des 2 ans et demi qui se sont écoulés depuis leur premier combat, les deux hommes n'ont fait aucun effort pour apaiser leur rivalité. Let me tell you something, boy. Somebody told me you better. I said, Roy. Do you really dislike Ollie? Well, you know, nothing to write home to Mama about, you know. I got a smart partner. Let him out. Let him out. Pour Joe Frazier, qui continue d'appeler son futur adversaire Clay, chacun meurt d'envie de se payer l'autre. Côtoyez ce type assez longtemps et vous aurez suffisamment de haine en vous au moment où la cloche retentira. This gets me ready for Joe Frazier. He resembles Joe Frazier. Hey! Judges, this get you more determined to beat him? You better believe it. Il n'y avait aucun titre en jeu. Alors j'ai demandé à Ali pourquoi le public serait intéressé par un tel combat, surtout après la correction que Foreman avait infligée à Frazier. Il m'a répondu, « Les gens viennent me voir moi. Mais si Joe Frazier n'est pas là, il ne me voit pas à mon meilleur niveau. » Quel a été le meilleur combat d'Ali? Le deuxième match contre Frazier. Ali s'est vraiment bien préparé. Sac de frappe, punching ball, de bons sparring partners, footing par temps froid. Ses parents s'occupaient de la cuisine au camp d'entraînement. Son frère Rahman était là aussi. Toutes les conditions étaient réunies. Ready to whoop Joe Frazier again. But this time I'll make it more clear. I'm serious this time.
Joe Frazier, qui n'a défendu son titre que 2 fois avant de le perdre face à George Foreman, s'entraîne lui aussi avec une obstination sans faille. Un journaliste écrit qu'il façonne son corps comme on martellerait de l'acier brûlant. Le 23 janvier, 5 jours avant le combat, les 2 hommes sont les invités d'une émission sur ABC, animée par Howard Cosell. That shows how dumb you are. How come people? He brought up the hospital. He gonna bring up the hospital. Ignorant the man is. Why'd you bring up the hospital? I went to the hospital for Tommy. Why you think I'm ignorant? I went to the hospital for 2 minutes. Why you think I'm ignorant? Man, you know, sit down. Sit down. Sit down, Joe. Why you think I'm ignorant? Sit down, Joe. Huh? Sit down quick. Why you think I'm ignorant? The brothers are here. Doing this too? No. Sit down quick, Joe. This kind of thing has been going on all along in terms of promotion of the fight, and this time it seems to be for real, because Joe Frazier is really angry. Muhammad called him ignorant, and he's really angry. I don't think this one is clowning at all. It's a bad and an ugly scene. Pour être boxeur, il faut être méchant. La cruauté est de mise sur le ring, mais elle n'est pas nécessaire en dehors. Pour faire de la psychologie de comptoir, je dirais qu'Ali était méchant quand il avait peur. Et c'est Joe Frazier qui l'effrayait le plus. Après cette échauffourée, la commission sportive de New York inflige une amende de $5 000 aux 2 boxeurs. Cette fois, les parieurs de Las Vegas donnent Mohamed Ali gagnant. Le 28 janvier 1974, à 22h26, dans un Madison Square Garden plein à craquer, Mohamed Ali monte sur le ring. Suivi de Frazier 1 minute plus tard. You're looking at the man many consider the most spectacular athlete of all time, Muhammad Ali. Joe Frazier gets a chance to prove tonight what he thought he proved 3 years ago, that he's a better fighter than Muhammad Ali. Joe sort d'une défaite contre George Foreman. Ça va forcément avoir une influence sur le niveau de sa boxe. Mais entre Ali et Joe, le problème est surtout d'ordre personnel. Ces types se méprisent. Ils sont ennemis à vie. Dans le premier round, Mohamed Ali exécute sa danse, envoie des directs et empêche Joe Frazier de trouver son rythme. Frazier's coming in wide open, wide open. The question is if Frazier can hold up under this punishment and Ali slows down. Fin du deuxième round, Mohamed Ali fait vaciller Joe Frazier avec une sévère droite à la tête. Ali is dominating the fight. La différence entre ce combat et le premier, c'est que Mohamed fait en sorte que Joe suive ses mouvements à lui. Et quand vous faites ça, vous perturbez le rythme de votre adversaire. Parce que si je bouge, tu n'as aucun contrôle quand je frappe. C'est moi qui ai le contrôle quand tu frappes. Mohamed Ali alterne direct, crochet et combinaison et s'engage dans un corps à corps pour étouffer les attaques de Frazier. Lors du premier combat, Joe était comme un diable de Tasmanie. Il n'arrêtait jamais de cogner. Et si Ali l'attrapait, Joe saisissait ses mains pour les abaisser et il continuait de frapper. Quand Ali immobilise Joe lors du deuxième combat, on ne voit jamais Joe avoir cette réaction. En fait, il coopère avec Mohamed. Ali is outsmarting Frazier. And Frazier can't afford to give any more rounds away. Joe Frazier continue d'avancer, absorbe les coups de poing d'Ali et tente de placer son crochet du gauche fatal. Frazier est hanté par le souvenir de son KO par George Foreman 1 an plus tôt, et c'est ce qui le freine. Vous êtes le champion du monde. Vous allez en Jamaïque et vous finissez KO. C'est un choc. C'est impossible à oublier. Le Joe Frazier de ce match et celui de 1971 sont 2 personnes différentes. À chaque gros coup qu'il prend, il ne peut s'empêcher de penser à la dernière fois où il s'est retrouvé au tapis.
Au 7e et 8e round, Joe Frazier fait une percée et envoie à Mohamed Ali plusieurs coups dévastateurs, dont un en particulier qui l'envoie dans les cordes juste avant la fin de la 8e reprise. À la 9e reprise, le visage tuméfié et le nez en sang, Mohamed Ali, à chaque coup envoyé par Joe Frazier, réplique par une série de 10. La foule en liesse se met à scander son nom. Plenty of excitement at old Madison Square Garden. This is the last round. There's no tomorrow, only tonight. The bout could end in a draw. Dundee hurle à Ali. Pour gagner, tu dois l'arrêter. Joe Frazier lance désespérément des crochets du gauche. Tremendous left hook. Frazier's teeing off. Now Frazier is getting careless. They're putting everything into this. Now it's a battle for survival. What a finish! Judges have their work cut out for them. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Here is your decision. The winner by unanimous decision is Muhammad Ali. There it is, the winner by unanimous decision. 3 ans après avoir perdu le combat du siècle, Mohamed Ali tient sa revanche sur Joe Frazier. Ali n'est plus le même boxeur qu'il était contre Liston. Il n'est plus invincible puisque Frazier l'a battu. On sait aussi qu'il peut être blessé, puisque Norton lui a cassé la mâchoire. Alors qui est-il à ce moment précis? C'est ce qui est fascinant chez Ali. C'est un sportif qui ne cesse de vous surprendre. C'est un immense boxeur et un grand homme. Mais il lui faut un adversaire comme Frazier pour nous le montrer. Sans rivalité, pas de grandeur. Après le combat, Joe Frazier assure aux journalistes qu'il n'est pas fini. Je veux l'affronter encore une fois. Je vais donner une autre chance à Joe, rétorque Mohamed Ali. Je ne vais pas l'esquiver. I think this fight was much better than the first fight. You're talking about super fight number 2. Two fighters that are not champions who punched each other to death. And I would like to say again, for the surprise of all of you, we just put on another fight that can't be topped by no heavyweight fight in history. Les promoteurs, les journalistes et les fans trépignent à l'idée de voir les deux ex-champions s'affronter dans un 3e match qui mettrait les choses au point une fois pour toutes. Mais ce que Mohamed Ali veut plus que tout, c'est regagner la couronne des poids lourds. Et pour cela, il lui faut battre le champion en titre, George Foreman. George Foreman avait épouvanté le milieu de la boxe. Ali avait peut-être été mis au tapis par Frazier lors de leur premier combat, mais Frazier avait rencontré George Foreman et en 2 rounds, il s'était fait démolir. George Foreman ne faisait pas que battre ses adversaires. Il les massacrait. Il mettait les gars KO comme si de rien n'était. George Foreman a 25 ans. Il mesure 1m92 et pèse 102 kg. Il a remporté la totalité de ses 39 combats, dont 36 par KO. Élevé dans la misère dans un quartier de Houston gangréné par la criminalité et les inondations, Foreman a souvent eu des démêlés avec la police avant de suivre un programme d'éducation à l'âge de 16 ans. Il entame une formation de charpentier et de maçon et se met à la boxe. I got a lot of work to do before I turn pro.
Because when I do start, I'm going all the way up. What do you mean by all the way up? All the way up to the heavyweight championship of the world, for Rio. À 20 ans, il remporte une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 et passe professionnel. Le journaliste sportif écossais Hugh McIlvanney écrit que si on voulait battre George Foreman, il faudrait le bombarder pendant 3 jours et ensuite envoyer l'infanterie. Mohamed Ali se moque de George Foreman. Il n'est pas le vrai champion, c'est une mauviette. C'est moi, le vrai champion. Le combat aura lieu quand George Foreman nous dira qu'il est disposé à se battre, déclare Bob Arum, promoteur et avocat de Mohamed Ali. Il estime qu'il faudrait 10 millions de dollars, 5 pour chaque boxeur, pour que le match ait lieu. Mais Bob Arum n'est pas le seul promoteur à avoir des projets pour Mohamed Ali. Don King a autrefois été tenancier d'un tripot clandestin à Cleveland, dans l'Ohio. Il a été reconnu coupable de meurtre pour avoir tué à coups de pied un ancien associé à la sortie d'un bar en 1966 pour une histoire de dette. Contre toute attente, le juge a réduit sa peine de prison à vie et Don King passe moins de 4 ans derrière les barreaux. À sa libération, il parvient à convaincre Ali de boxer lors d'une soirée de bienfaisance en faveur d'un hôpital de Cleveland. Plusieurs dizaines de milliers de dollars sont collectés, mais le Forest City Hospital n'en verra pas vraiment la couleur et fermera ses portes 5 ans plus tard. Qu'importe, Don King a trouvé sa voie. I am very happy to be a part of this, and I am an extraordinary hustler. So therefore, I feel that I am likened to only 2 or 3 giant promoters in the lifetime that we have lived in, and that's P.T. Barnum and Michael Todd and yours truly. Because what I bring to promoters... Grande gueule patentée, Don King s'exprime dans un flot de mots cadencés, cite Shakespeare à l'envi et garde toujours ses économies sur lui pour que l'homme blanc ne puisse pas prendre son argent et que personne ne sache combien il possède. Opiniâtre et doté d'un rare pouvoir de persuasion, le promoteur noir qui débute dans une profession dominée par les Blancs est en mesure d'adresser un message fort aux boxeurs afro-américains qui dominent la discipline. Il les comprend bien mieux que tout promoteur blanc. King investit dans plusieurs poids lourds prometteurs, organise des campagnes de promo spectaculaires, double ses partenaires, escroque ses boxeurs et les laisse tomber dès qu'ils perdent. Mais avant de pouvoir représenter Mohamed Ali, Don King doit obtenir l'approbation d'Elijah Muhammad, qui a discrètement renoué avec le boxeur. Lors d'une réunion à Chicago, Don King demande au leader de la Nation of Islam pourquoi il permet à un homme blanc, Bob Arum, d'être le promoteur du boxeur. Don King lui assure qu'il saurait mieux faire. Malgré le refus de Don King de rejoindre la Nation of Islam, Elijah Muhammad donne sa bénédiction au promoteur. King jouait toujours le même disque aux athlètes noirs. Ne traite pas avec le juif, fais affaire avec moi, on est pareil, toi et moi. Don King annonce à Mohamed Ali et Herbert Muhammad qu'il obtiendra 5 millions de dollars pour chaque boxeur. 2 fois plus que ce qu'Ali et Frazier ont gagné lors de leur combat pour le titre. King promet de donner une avance à Ali. Il lui assure aussi que s'il ne parvient pas à obtenir le reste de la somme, Ali pourra se désengager de leur contrat et garder l'avance. Herbert est venu me voir pour me demander mon avis. Je lui ai dit, prends l'avance, c'est de l'argent facilement gagné, quoi qu'il arrive. Il ne pourra jamais réunir cette somme. Don King dit à Mohamed Ali, ce n'est pas un combat comme les autres. En récupérant ton titre, tu offres la liberté et la justice à ton peuple. Le 14 février 1974, Don King s'envole pour la Californie où George Foreman s'entraîne pour son prochain match contre Ken Norton. Le promoteur coince le champion sur le parking de son hôtel. George Foreman vient de divorcer et ses finances sont épuisées suite aux conseils peu avisés de ses agents. De plus, il ne peut pas combattre aux États-Unis pour des raisons fiscales. George Foreman est d'humeur massacrante. Les hommes déambulent sur le parking pendant 2 heures tandis que Don King lui sort son discours. « Je sais que tu t'es fait berner, mais je vais te donner l'opportunité de gagner 5 millions de dollars. » Don King promet aussi à George Foreman qu'il peut lui offrir Mohamed Ali.
Ça n'a pas été facile de convaincre George Foreman. Quand je suis allé le voir pour lui dire que je pouvais lui offrir mon ami Ali, il a dit « Qu'est-ce que j'ai à gagner à frapper un vieil homme ? Si je le blesse, on va me mépriser parce que tout le monde l'adore. Et en plus, il parle trop. » Et je lui ai répondu « T'as tout à fait raison, George. Je suis d'accord avec toi. Fermez-lui son clapet. » Ma promotion, je la dois à ça, dit Don King en montrant la peau de son bras. George Foreman lui répond « Je te fais confiance, j'accepte ta proposition. » Avant de le quitter, Don King lui fait signer 3 pages blanches. Il lui promet de remplir les modalités du contrat plus tard et d'envoyer ensuite le document à l'avocat de George Foreman. Le 26 mars 1974, Mohamed Ali est aux premières loges à Caracas, au Venezuela, quand George Foreman torpille Ken Norton à la 2e minute du 2e round. I'm sure that when I meet George Foreman, this is going to be a tough fight, but I'm sure and confident after watching this that I'll be the next world heavyweight champion. Well, you'll be fighting him in Africa in September, as yes, reported. I'm going to fight him in a place where you can't come. Howard, I'm going to fight him in the Congo, where the Lumumba boys are. And if you come over there agitating, you'll get cooked. Après avoir fait signer le contrat à Mohamed Ali et George Foreman, Don King passe les semaines suivantes à la recherche de fonds, de Wall Street à Dallas, en passant par le Madison Square Garden. Il finit à Paris, où il parvient à convaincre les représentants de la République du Zaïre de financer le combat. Dans l'avion qui le ramène de Caracas, Mohamed Ali consulte l'ancien champion Joe Louis. « Ça t'arrivait de couper du bois pour tes entraînements ?»« Tout le temps », lui répond Louis. « Je pense que je vais en couper un peu avant le combat contre Foreman, dit Ali. »« Tu ferais bien d'en couper beaucoup », lui recommande Louis. Watch with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made.